Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Lorraine. 3 jours après le premier tour des législatives, 4 avant le second, nous bouleversons nos programmes. Dimanche dernier, un électeur sur 2 ne s'est pas rendu aux urnes. D'après Ipsos Sopra Steria, le premier motif invoqué par les abstentionnistes est celui-ci. Les candidats ne parlent pas assez des sujets qui vous préoccupent. Eh bien, nous avons une heure pour tenter de le faire. Nous sommes allés à votre rencontre sur les routes de Lorraine, à la pompe à essence ou encore sur le parking des supermarchés pour vous entendre. Certains d'entre vous ont accepté d'interpeller les politiques, d'autres ont préféré pousser un coup de gueule ce soir. Quoi qu'il en soit, vous avez la parole. Les réponses, eh bien, elles viendront de vous quatre, tous politiques en responsabilité, à qui je demanderai d'être le plus concret possible et puis surtout de faire avancer le débat. Dominique Bild, vous êtes présente sur le plateau pour le Rassemblement national. Christophe Chauzereau pour Ensemble, la majorité présidentielle. Bora Ilmaz, vous êtes communiste, mais également sous la bannière de la NUP. Et enfin, Valérie Debord, vous êtes présente pour les Républicains. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être présents ce soir. Alors, pouvoir d'achat, santé, retraite, environnement sont les sujets qui, vous le verrez, reviennent le plus. Sans plus attendre, ouvrons donc le premier chapitre de votre quotidien, le pouvoir d'achat. Inflation, salaire, prix de l'énergie. Que voulez-vous voir changer? Comment? Eh bien, c'est parti avec une première interpellation de Marilyn. Elle a 42 ans, elle est aide-soignante et vous allez le voir, ses souhaits sont très précis et très concrets. On écoute. Comme pour tout le monde, diminuer le prix du gasoil pour aller travailler, parce que pas de gasoil, pas de travail forcément, pas de travail, perte d'argent, et de voir les diminutions des prix des supermarchés, alimentaires, vestimentaires, tout, la totale, quoi. Christophe Chauzereau, la première question, elle est pour vous. Vous appartenez à la majorité présidentielle. On se demande un petit peu pourquoi le « quoi qu'il en coûte » du président Macron lors du Covid n'est pas appliqué aujourd'hui pour soulager les situations des gens comme Marilyn qu'on vient d'entendre. Déjà, merci de rappeler le « quoi qu'il en coûte », qui était pendant cette période de crise une action de l'État. Mais qui est révolue. Absolument. Dire deux mots à la question qui vient de nous être posée sur le pouvoir d'achat, qui est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui qui bat cette campagne des élections législatives. La question du pouvoir d'achat ne date pas de la guerre en Ukraine, comme on peut entendre. La question du pouvoir d'achat est apparue après la crise sanitaire et la reprise économique forte. Il est vrai. L'inflation est tout de même galopante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour Marilyn? Sur l'inflation, quand même, un mot. On a une inflation forte dans notre pays de 5%. Elle est quand même de 8% en Allemagne, elle est de 10% aux Pays-Bas, elle est de 20% aux États-Unis. Donc, ce qui montre bien que les actions gouvernementales qui ont été mises en place ont porté leurs fruits. Donc, Marilyn, ce qu'il faut faire, c'est nous nous préparons au lendemain des élections, des réponses très concrètes par rapport à cela. Sur les retraités, une augmentation de la retraite de plus. Mais c'est important, les retraités sont importants. On en parlera. Plus 65 euros. L'indexation pour les fonctionnaires. Madame, elle travaille dans un service hospitalier. Et puis, des aides ciblées sur un chèque alimentaire pour accompagner le prix du caddie. Mais cela a déjà été fait. Je vous rappelle qu'on a déjà mis en place un chèque alimentaire pour accompagner les plus fragiles. Sur l'essence, elle nous interpelle, on a mis en place 18 centimes par litre d'essence. Donc, ça, c'est la solution que l'on propose, c'est-à-dire regarder au plus près de ceux qui en ont le plus besoin pour les accompagner et pour lutter contre l'inflation. Mais n'oublions pas que les actions que nous avons mises en place, nous n'avons pas à attendre pour agir. Nous avons déjà agi et ça a permis de contenir l'inflation. J'aurais pu parler aussi du prix du gaz ou de l'électricité. On en reparlera. Valérie Debord, je vous voyais un petit peu dire non de la tête. En fait, je suis en désaccord sur un point assez concret. Le gouvernement a réussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est quasiment en plein emploi sur notre pays. Mais il n'a pas réussi quelque chose, c'est qu'il a créé en fait des travailleurs pauvres. Les gens sont au travail, mais ils ne gagnent pas assez d'argent. Alors comment on fait? Eh bien, il faut augmenter les salaires. Et c'est une des grosses propositions que nous faisons dans le cadre de cette campagne des élections législatives, c'est baisser les charges. Baisser les charges et le compenser par l'État, sur le quoi qu'il en coûte. C'est une des propositions que nous martelons. Les LR aujourd'hui disent quoi qu'il en coûte sur les salaires? Sur les salaires, alors quoi qu'il en coûte, il faut augmenter, baisser les charges, compenser la baisse de la charge, non pas par le chef d'entreprise, ça sera certainement un point de désaccord avec M. Yilmaz, mais par l'État, parce qu'en fait, la feuille de paye, ce sont aussi évidemment des charges payées, évidemment, mais c'est aussi injecté pour le salarié quelque chose de plus juste. Les chèques, on a très bien vu en fait que ça trouvait ses limites. Un certain nombre de personnes touchaient des chèques alors qu'ils étaient en maison de retraite, des chèques pour se déplacer, et on voit bien que ça ne touche pas sa cible, et puis ce n'est pas quelque chose qui soit particulièrement, je pense, sain. Le salaire, qui soit différé en baissant les charges, c'est aussi une façon tout simplement de dire aux gens tout travail mérite salaire et vous méritez ce travail. Augmenter les salaires, c'est aussi
un sujet pour la NUP. Donc, vous pourriez être d'accord potentiellement. Évidemment, quand on parle de pouvoir d'achat, il y a deux éléments, les prix d'une part et les revenus d'autre part. Un mot d'abord sur les propositions formulées par Christophe Chauzereau au nom du président Macron. Pour nous, il s'agit de mesures électoralistes formulées à quelques jours du deuxième tour d'une élection et qui posent un problème de fond. C'est que ce sont des propositions déjà prises en charge par l'État, donc par le contribuable, et non par les grands groupes. Marilyn parlait du prix de l'essence à la pompe. Aujourd'hui, là où il faut agir, c'est sur les marges des grands groupes pétroliers, comme Total par exemple, qui réalisent des marges phénoménales, qui distribuent la moitié de ces marges à leurs actionnaires. Nous disons qu'il y a une mesure urgente à prendre, notamment sur le prix de l'essence, c'est le blocage des prix, de façon à imposer à ces grands groupes de réduire leurs marges pour permettre aux usagers, et notamment ceux comme Marilyn n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour se rendre au travail, de pouvoir faire des pleins moins chers. Par ailleurs, sur l'indice des fonctionnaires, juste un mot, c'est une mesure simplement de rattrapage, et encore à peine. Le point d'indice des fonctionnaires n'a pas évolué depuis 12 ans maintenant, et les fonctionnaires ont perdu plus de 10% de leur pouvoir d'achat en 12 ans. Dominique Bild, on bloque les prix ? Quand j'entends la France, la 6e puissance mondiale, on donne des chèques pour que les gens puissent vivre décemment. Alors vous faites quoi pour Marilyn ? Nous, dès le début, dès que nous sommes aux affaires, nous demandons tout de suite une baisse de la TVA, c'est-à-dire sur les carburants, sur le chauffage, une baisse de 15% sur la TVA, et nous demandons une TVA à taux zéro pour 100 produits dont les gens ont besoin tous les jours, d'utilités qui sont indispensables tout de suite. Et ça, c'est pas un projet qui va commencer le lendemain de l'élection, qui va mettre 3 mois avant d'arriver. C'est tout de suite. Donc pas d'être ciblé, tout le monde pourra profiter de cette baisse de TVA. Profiter de ça. Alors l'augmentation du prix de l'essence, évidemment, c'est une difficulté pour les déplacements du quotidien. C'est un véritable handicap quand cela touche votre activité professionnelle. C'est le cas de Baptiste. Lui, il a 21 ans, il est jeune agriculteur et pour travailler, il a besoin d'un tracteur. Et vous allez voir, c'est là que ça se corse. Notre métier est de plus en plus compliqué. On a des prix des carburants qui augmentent, les intrants qui augmentent. Donc c'est un problème tant pour moi personnellement que pour mon métier, quoi. Donc ce serait bien que ça change un peu. Des pleins à 2 €, c'est plus possible, quoi. Alors Bora Ilmaz, vous êtes communiste engagé sous la bannière de la NUP, on le disait tout à l'heure, qui propose un blocage des prix des produits de première nécessité. Baptiste, il est agriculteur. Ce qu'il produit est donc par essence de première nécessité. Est-ce que ça veut dire que vous lui proposez de vendre à perte ? Est-ce que pour lui, c'est pas un peu la double peine, cette mesure ? Pas du tout, parce que Baptiste, pour produire, a besoin lui-même de produits de première nécessité, notamment d'énergie. Donc les agriculteurs eux-mêmes gagneront à ce que les prix des produits de première nécessité diminuent. Le problème dans le secteur agricole, c'est que la part de ce qui est produit par les agriculteurs et la vente de ce qui est produit par les agriculteurs est beaucoup trop faible pour ce qui concerne celle qui revient aux agriculteurs. Il y a là encore des marges, c'est comme pour les produits pétroliers. Les prix, ils vont souffrir. Là encore, des marges extrêmement importantes qui sont faites dans la grande distribution, et c'est sur ces marges-là, celles de la grande distribution, qu'il faut agir. Pour les réduire, c'est la responsabilité des grands groupes de la distribution aujourd'hui, pour permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail et de faire face précisément à l'augmentation du coût des matières premières. Produits de première nécessité, les grandes surfaces parlent d'une marge de 1,5%. Donc la marge de manœuvre, elle y est vraisemblablement assez peu. Non, les grandes surfaces, très objectivement et très clairement, prennent aujourd'hui des marges beaucoup plus importantes. Il n'y a qu'à voir sur le prix du lait, par exemple, aujourd'hui, les marges que font la grande distribution, qui fait que les agriculteurs aujourd'hui vendent à perte. Donc je maintiens, et nous maintenons, que c'est véritablement sur les marges de ces grands groupes-là qu'il faut agir pour permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail et à la population de se nourrir à bon prix. Je vous voyais réagir, Valérie Debord. Pas d'accord pour bloquer les prix de première nécessité, des produits de première nécessité ? Si le blocage des prix marchait dans le monde, tout le monde serait communiste. Or, je n'ai jamais vu des gens qui étaient communistes vouloir leur devenir. L'Angleterre l'a fait, l'Italie l'a fait. Non, pas sur l'ensemble des prix et pas sur les produits agricoles. Le vrai problème des produits agricoles aujourd'hui, c'est justement la concurrence déloyale qui est exercée en dehors de l'Union européenne. Et ce qu'il faut absolument, c'est mettre en place au niveau des frontières de l'Union européenne une taxe pour tous ces produits qui arrivent et qui viennent concurrencer de façon déloyale nos producteurs, parce que eux
ne payent pas leurs salariés de la même façon parce que eux font travailler des gens extrêmement jeunes, ne les forment pas et n'ont pas les mêmes niveaux de service que les nôtres. C'est ça qu'il faut faire. Et là, on retombe sur la question du pouvoir d'achat, puisque des produits plus taxés quand ils vont arriver sur notre continent vont être vendus plus cher. Non, mais justement, ça permettra à nos produits, à nous, de se retrouver en meilleure posture. Et n'oublions pas que sur les revenus, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens seront mieux payés, eh bien, ils auront la possibilité d'avoir un panier de pouvoir d'achat plus important. C'est vertueux. La difficulté, mais sur le long terme, peut-être sur le court terme, pour Baptiste ou encore pour Marilyn, mais comment on gère l'urgence ? L'urgence, elle passe par l'arrêt, effectivement, de ces produits qui arrivent de partout dans le monde. Prenez des avocats soi-disant bio qui arrivent d'Afrique du Sud, qui aujourd'hui ont une empreinte carbone absolument faramineuse, qui sont produits dans des conditions sociales qui, à mon avis, déplairaient complètement à M. Yilmaz et à moi également. Et aujourd'hui, ces produits, il faut les taxer de façon beaucoup plus importante pour qu'on produise local, qu'on puisse acheter local à des tarifs qui ne soient pas des tarifs trop bas. Le lait aujourd'hui est beaucoup trop bas parce que en fait, l'ensemble du système international fait baisser les prix, sans compter l'ensemble des personnes qui aujourd'hui jouent sur les prix. On sait très bien qu'au niveau des céréales, tout le monde joue sur les prix pour conserver en fait des marges de manœuvre et qu'il n'y a pas de réelle tension, mais juste une volonté de faire augmenter les prix de façon artificielle suite à la guerre en Ukraine. On taxe à l'entrée de nos frontières européennes ? Non, mais déjà, sur la proposition du blocage des prix, finalement, avec la proposition du Rassemblement national et de la NUP, on voit bien à peu près les mêmes ressorts économiques qui sont utilisés. Moi, je suis assez étonné que la NUP propose le blocage des prix. Pour agir sur la spéculation. Monsieur Bourra Yilmaz est censé représenter ce qu'on appelle la gauche, et donc de lutter contre les inégalités. On va être dans le concret, allons-y. Sur le blocage des prix du prix d'un paquet de pâtes, entre le salaire de Madame Debord, du mien, du vôtre et de vous en face, c'est pas tout à fait le même qu'un citoyen qui est au RSA. C'est-à-dire qu'on va faire le même blocage des prix pour nous que pour un travailleur de RSA. Donc, je trouve que cette proposition est inégalitaire et ne répond pas du tout aux besoins de ce pays et à la question du pouvoir d'achat. C'est bien ce que vous avez dit. Il faut agir sur du court terme. Et le court terme, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait sur des chèques ciblés. Et c'est ce que nous avons fait avant, pardon de le rappeler, mais la fin de la taxe d'habitation, c'est du pouvoir d'achat. L'emploi, Madame Debord a raison. Le meilleur levier pour combattre les questions de pouvoir d'achat, c'est l'emploi, c'est le travail. Dans notre pays, on n'a jamais eu autant d'emploi et un taux de chômage aussi bas. Si je peux me Il faut agir. Je termine juste. On va laisser répondre. Je termine juste. Mais on a toujours faux avec la NUP. C'est comme pour Total. Ça, c'est un argument qui tourne sur l'ensemble des plateaux. Tous les représentants de la NUP nous fait le coup de Total. Total est une entreprise qui est mondialisée. Donc les bénéfices sont mondialisés. Je termine tout de même. C'est-à-dire que sur l'emploi et sur les salaires. Et les salaires, nous y avons travaillé. Nous avons augmenté le SMIC. Et donc le meilleur levier, c'est l'emploi. Et sur les prix des produits de première nécessité. Sur la situation de Baptiste. Alors, il faut absolument que je vous fasse très rapidement réagir très rapidement. Et ensuite, Dominique Bild, qui n'a pas encore parlé sur le sujet. Le blocage des prix est inégalitaire pour une raison très simple, c'est que l'énergie et l'alimentation pèsent à hauteur de 35% dans le budget des ménages les plus pauvres et 25% dans le budget des ménages les plus riches. Et un point aussi, c'est inégalitaire. Un point aussi qu'oublie Bourra Yilmaz, c'est que tous les pays qui se sont lancés dans du blocage des prix, c'est de la pénurie assurée. Exactement. C'est-à-dire que nous allons avoir une pénurie et des rayons qui sont vides. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent ce soir doivent bien comprendre que le programme mis en place par la NUP, c'est déjà des histoires pour enfants, ce qui n'est pas financé, on en parlera peut-être, mais c'est surtout de la pénurie, et ça veut dire dans nos rayons, des rayons vides. Christophe Chosrow, on a compris, effectivement. Je voudrais que Dominique Bild intervienne sur le sujet. On bloque les prix, s'il vous plaît. On bloque les prix. On taxe à l'entrée. Est-ce que pour vous, c'est aussi la solution ? On bloque, naturellement, on bloque les prix sur des produits de première nécessité. Où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Chosrow. C'est que sur les chèques, quand vous avez des couples qu'on appelle quand même les travailleurs pauvres, c'est-à-dire qui sont juste à la limite et qui touchent pas d'argent, et c'est toujours un peu les mêmes qui sortent, qui sont jamais à l'intérieur de ce qui est prévu et tout, et c'est ces gens-là qui vont aider, parce que voilà, c'est comme ceux qui vont travailler, c'est les travailleurs, ce qu'on appelle, vous l'avez cité tout à l'heure, les travailleurs pauvres. Ça déjà, c'est une première chose. Sur le côté inégalitaire du blocage des prix, qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, sur le côté, pourquoi inégalitaire ? Il y a ça touche tout le monde, ceux qui en ont besoin et ceux qui en ont le moins besoin. Ceux qui en ont le moins besoin, mais ceux qui en ont le moins besoin, comme ils feront des économies, ils le réinjecteront dans le pays, et c'est comme ça qu'on fait tourner un pays, c'est quand il y a de l'argent, parce qu'à force de vouloir que des gens pauvres, comment on fera redémarrer, comment on fera
n'achètera plus que des produits de première nécessité, on n'achètera plus d'autres produits, ce qui est quand même... exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron en relançant l'économie française, en devenant l'un des pays avec un taux de croissance le plus important, une attractivité retrouvée. Sur 12 000 emplois dans l'industrie, par exemple. Donc tout va bien. Sur la Donc tout va bien. Globalement, j'ai pas dit que tout allait bien, mais j'ai dit globalement, qu'il fallait suivre. s'il vous plaît, globalement, cette hausse des prix, elle touche tout le monde. On est d'accord pour se le dire, y compris des gens qui n'avaient pas de difficultés particulières auparavant. Eh bien, je vous propose d'écouter Cédric. Cédric, il a 37 ans, il est agent administratif, il travaille. Il nous a confié qu'il gagnait 2 000 € par mois, mais vous allez le voir, il se sent déclassé pour autant. Il y a encore quelques années, je me sentais être une personne qui avait les moyens, je pouvais avoir des vacances, des loisirs. Je pouvais aussi me projeter sur des projets, parce que j'ai une maison quand même, sur des projets de travaux ou autres. Et là, non, c'est que je suis dans le rouge quasiment tous les mois. Et c'est là où je ressens quelque chose que je ne connaissais pas jusque-là. C'est que je sens que je n'ai plus les moyens d'avoir la vie que j'avais il y a encore quelques années. Dominique Bill, vous voulez réagir ? Oui, c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de travailleurs qui ne peut plus vivre comme il faut, qui ne peut pas réinjecter dans l'économie l'argent qu'ils vont dépenser. On ne peut pas demain vivre qu'en se nourrissant, se chauffant. Autrement, ça n'a plus de sens. D'ailleurs, le SMIC est régulièrement réaugmenté à petite dose, mais il arrive un moment où il y a un écart entre les travailleurs, ce qu'on appelait à mon époque les travailleurs qualifiés, hautement qualifiés, qui stagnent, et c'est je pense le cas, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui gagnait 2 000 €, le SMIC a pris 4%, 2%, le reste n'a pas augmenté, mais par contre la vie a continué à augmenter, c'est vrai que maintenant il est dans une période qui devient compliquée. Le blocage des prix profitera à Cédric, à Marilyn, Exactement. il profitera aussi à ceux qui ont effectivement plusieurs milliers d'euros par mois en termes de salaire. C'est bien ça ? Là, on est surtout sur la problématique des revenus et donc des salaires, je crois, avec la question de Cédric. Le mélange des on salaires a aujourd'hui non seulement des travailleurs pauvres qui augmentent, et puis des travailleurs des classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes comme Cédric, qui aujourd'hui se sentent déclassés ou menacés de déclassement. Clairement, il y a ici un sujet sur les salaires et un sujet de meilleure répartition de la richesse créée dans les entreprises et de meilleure budgétisation de nos services publics avec les salaires des fonctionnaires. On peut contraindre les entreprises à mieux rémunérer leurs salariés au-delà du SMIC. Bien évidemment. Alors, il y a la question du SMIC qui est fixée par la loi et nous pensons qu'il faut l'augmenter, le porter dès le mois de juillet à 1 500 € net et pas brut, parce qu'il faut maintenir un haut niveau de cotisation sociale pour financer la sécurité sociale. Et pour les autres, ceux qui gagnent aujourd'hui 1 400 €. Il faut, dès la rentrée, c'est ce que nous proposons, convoquer une conférence sociale générale avec les entreprises sur les salaires. Et nous proposons aujourd'hui de prendre des mesures sur la durée pour mieux répartir la richesse créée dans les entreprises, comme un rapport de 1 à 20 entre la rémunération la plus basse et la rémunération la plus haute dans les entreprises. Alors, on va rester sur un sujet d'argent, évidemment, avec les retraites. Les retraites, c'est aussi lié à un sujet qui préoccupe beaucoup nos téléspectateurs, qui s'est invité dans la campagne par l'intermédiaire du désormais président réélu. La retraite, devrons-nous travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans, 64, peut-être plus? Sous quelles conditions? Eh bien, cela inquiète aussi les jeunes, comme Ilem. Nous l'avons rencontrée à Vendeuvre. Elle travaille dans une MJC. Vous allez le voir, malgré ses 19 ans, eh bien, elle n'est pas du tout indifférente à la question. Je propose de l'écouter. Moi, j'ai un peu peur pour moi plus tard, car travailler jusqu'à un certain âge dans quelque chose qui peut être peut-être des métiers durs ou des choses comme ça m'inquiète. Donc j'ai un peu peur pour le futur et j'aimerais en savoir plus, car je ne suis pas forcément renseignée beaucoup sur ce sujet et j'aimerais avoir plus de détails. La question qu'elle pose, Ilem, c'est celle de l'incertitude. Ilem, même si elle a commencé à travailler tôt, puisqu'elle a 19 ans, elle travaille déjà, est-ce qu'elle devrait travailler jusqu'à 65 ans, Christophe Chauzereau, y compris si elle fait un travail pénible? Alors, ça mérite un petit peu de temps pour y répondre. Je vais quand même vous demander d'être concis. Mais je vais être concis. Je crois qu'il faut déjà bien comprendre la philosophie de la réforme de retraite que nous mettons ici en débat et que le président de la République a portée pendant l'élection présidentielle. La philosophie de bien sûr, la philosophie de la thématique des retraites, quelle est-elle? C'est-à-dire l'idée, c'est de travailler un petit peu plus longtemps pour dépenser plus en termes de santé, en termes d'école et en termes d'autonomie. L'autonomie va être quand même un gros sujet qui est devant nous et donc il va falloir trouver des marges de financement. Aujourd'hui, nous sommes avec
avec ce qu'on appelle la réforme Touraine que les amis de Borel-Yilmaz ont mis en œuvre et qui ont voté. Donc je pense qu'ils dans leur coalition, ils doivent soutenir cette réforme Touraine qui prévoit... Ils en ont fait l'inventaire et nous avions voté contre. Mais Monsieur Faure... On a fait l'inventaire. Je sais bien, Monsieur Ilma, que il est capable dans ces périodes électorales, on rentre dans beaucoup de renoncements et vous avez renoncé à ma question en passant, qui était celle de savoir si Ilham allait travailler jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, on va porter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, avec une augmentation des années de cotisation, des annuités. Donc on va arriver à 43 annuités. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si je prends l'exemple d'une infirmière... Je vous avais demandé de répondre concrètement. Pardonnez-moi, elle a 19 ans, elle travaille. C'est le décalage de l'âge légal de départ à la retraite, avec 43 annuités et avec un taux plein. Parce qu'on peut promettre des départs à la retraite à 60 ans... Donc elle pourra partir à 62 ans, si je vous suis? Aujourd'hui, on peut partir à 62 ans, mais faut-il avoir le nombre d'annuités pour avoir la retraite pleine? Ce que propose la NUP ou le Rassemblement national. Je termine, parce que c'est important de bien comprendre ça, y compris par rapport... Vous pouvez rester sur votre projet. Moi, mon projet... Et Monsieur Ilmaz aura la parole sur le sien. Moi, mon projet, j'ai donné, mais pour bien comprendre mon projet, la philosophie du projet, il faut bien comprendre les facilités qui est proposées en face. On peut partir à 60 ans, c'est pas ça le but, c'est de savoir à quel taux je vais partir en retraite. Donc partir à 60 ans quand on n'a pas le nombre d'annuités, c'est partir à 60 ans avec une retraite qui ne ressemble pas à la retraite qu'on devrait avoir. Et donc nous, notre réforme, c'est 65 ans, 43 annuités, réforme minimum à 1100 €, et puis prise en compte des pénibilités par une grande conférence sociale que l'on va mettre en place branche par branche pour travailler sur la pénibilité. Alors je vais tous vous faire réagir évidemment, mais justement, on parlait de carrière pleine. Pour prétendre au taux plein, il ne faut pas avoir eu d'accident de parcours, pas faire de pause. Pour quelques années sans cotisation, parfois les choses peuvent se corser franchement. À les niveaux de retraite, tout ça, ça inquiète à la fois David Boulanger et Anne, retraitée. Je trouve qu'en ce moment, pour moi, les retraites sont trop basses. Donc j'aimerais savoir en fait quand est-ce que ça va être augmenté, quoi. J'ai une sœur qui travaille beaucoup, qui travaille dans les vignes en Ardèche, c'est pas facile. Et là, il lui manque 4 années de cotisation et à 67 ans, elle aura 700 € de retraite. Qu'est-ce que vous allez faire face au nouveau projet de réforme des retraites? Valérie Debord. Il y a plusieurs éléments en fait. Déjà, je veux dire à Ilham que un projet sociétal, c'est pas l'adjonction de demandes catégorielles. Et qu'elle doit avoir des grands-parents, peut-être des arrière-grands-parents qui vont vieillir et pour lesquels la protection sociale, elle doit être financée. Et la solidarité nationale, c'est pas un vain mot dans ce pays. Et qu'effectivement, il faut des gens qui travaillent pour pouvoir faire en sorte que les gens qui mènent des études, je rappelle que l'éducation nationale est gratuite dans ce pays, qu'un élève qui suit des études en lycée, ça coûte à la société, il faut le dire à un moment. Donc là, vous rejoignez le projet de la majorité présidentielle sur ce point-là. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien fait pendant un mandat. Ça coûte 8 000 € par an et que tout ça a un coût. Et qu'on ne peut pas, à un moment, dire « je suis des études jusqu'à 20, 21 ans, ce qui est la moyenne aujourd'hui en France, j'arrête de travailler à 60 ans et malheureusement, la vie s'arrête aux alentours de 84 ans, 85 ans pour une femme. Donc j'ai été plus de temps quasiment en inactivité qu'en activité. Non mais c'est un point qu'il faut poser. On travaille plus pour pouvoir financer le système. De démographie qu'il faut poser. Deuxième élément. C'est un problème politique, pas de démographie. Les problèmes politiques sont aussi en conséquence des problèmes démographiques. Si vous ne prenez pas en considération la démographie de ce pays, vous ne faites pas grand-chose. Alors arrêtons-nous un point là-dessus et nous répondrons effectivement à la question d'Anne. Vous disiez, c'est un problème politique et démographique, c'est-à-dire? Je réfute l'idée qu'il y ait un problème démographique. Effectivement, aujourd'hui, il y a plus de retraités par rapport au nombre d'actifs. Mais les actifs d'aujourd'hui sont beaucoup plus productifs qu'il y a 40 ans. Ils produisent beaucoup plus de richesses. Donc là encore, on est sur un problème politique de répartition de la richesse. Vous proposez même d'intégrer les années d'études au calcul de la retraite. Même quand ils sont nés, je pense qu'en crèche, ça serait pas mal. Le projet présidentiel et celui de la droite LR sur les retraites pose un premier problème majeur. Et vous avez raison, Madame Debord, de dire qu'il s'agit d'un sujet de société parce que ça pose la question de la solidarité entre les générations derrière. Le premier problème que ça pose, c'est que si on fait partir les gens plus tard en retraite, ça va faire exploser le chômage. Parce qu'on sait que les taux de chômage pour les seniors en fin de carrière, à l'approche de la retraite, a tendance à augmenter. Par ailleurs, ça tarit le niveau d'emploi pour les plus jeunes. Donc ça pose un premier problème, et Ilham a bien raison de s'en préoccuper, même si elle n'a que 19 ans. Il y a un choix de société à faire très clairement dimanche. Il y a le projet
d'En Marche et de la droite C'est chiffré la et daté, retraite à 65 ans. Et nous disons qu'il faut revenir à un âge de la retraite à 60 ans. Avec combien d'annuités On peut savoir à combien taux d'annuités plein, avec Combien d'annuités 40 annuités à moduler par rapport aux carrières longues, etc. Prendre en compte les années d'études, effectivement. Et ça pose la question du financement. Évidemment, il faut revenir sur toutes les exonérations de cotisations sociales, parce que c'est bien là qu'est le problème de financement de notre système de retraite. Il faut établir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, parce que ça générera des recettes en termes de cotisations supplémentaires qui permettront de financer la retraite. Et il faut enfin, grâce à la transition écologique, on en parlera tout à l'heure, créer les millions d'emplois nécessaires qui permettront de générer des cotisations supplémentaires pour financer notre système de retraite. Avant que vous ne répondiez, je ne parle pas d'endettement, je parle d'activité économique. Je voyais Dominique Billes qui était en tout point d'accord avec vous. En tout point. Dans votre regard et dans votre visage, vous aviez l'air d'être d'accord. Je ne crois pas que ce soit une position particulièrement extrême que de dire cela. Sur la retraite, Dominique Billes. Si nos anciens en 45 s'étaient posé la question comme M. Chosreau et Mme Debord se la posent, s'il vous plaît, on n'aurait jamais Dominique fait système de retraite solidaire. L'espérance moyenne de vie en 1945 était de 65 ans. Elle est de 85 ans aujourd'hui. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Tant mieux. Il faut dire malhonnête. S'il vous plaît. Quand vous voulez. Parce qu'on travaille moins. Autrement, je peux partir faire. Dominique Billes, s'il vous plaît, la retraite, on la passe à 60 ans on revient à 60 ans On revient à 60 ans. Quand j'entends parler des cas particuliers, des métiers difficiles et tout. Bon, quels sont les cas particuliers, les métiers difficiles ? C'est à l'infini. C'est-à-dire que vous avez... moi, j'ai l'exemple, j'ai mon mari qui était maçon, qui a porté des sacs de ciment de 50 kilos, qui a une épaule qui est fichue, qui a fait du carrelage, qui a les 2 genoux. On va le faire travailler jusqu'à 65 ans. Vous voulez dire que tout le monde a un métier pénible, moi, j'ai été coiffeuse. Quand vous avez commencé à 14 ans coiffeuse, jusqu'à 65 ans, debout toute la journée, faire du surplace et tout, c'est pas possible. Vous avez les infirmières, vous avez les personnes qui s'occupent des malades, qui portent des personnes pour faire les toilettes. Enfin, c'est à l'infini. Vous voulez dire que toutes les carrières ont leur côté pénible ? Il y a énormément de carrières qui sont pénibles. Il y a énormément de carrières qui méritent qu'on ait un regard sur eux. Et comme on n'arrivera jamais à faire le partage, voilà, 40 annuités, 60 ans, la retraite. C'est l'escroquerie. Voilà. C'est l'escroquerie la plupart des gens. Parce qu'ils disent 40 annuités. La plupart des gens ne commencent pas à travailler à 20 ans, à 19 ans. La plupart des gens commencent à travailler des exemples, bien plus c'était tard. avant 19 ans. Bien plus tard, c'est un exemple. La moyenne, ce n'est pas ça. En fait, c'est une 24-25 ans, raison pour laquelle il faut prendre en compte les années 40 annuités, c'est 64, 65 ans, et prendre en compte les années d'études. C'est asseoir sur quoi ces revenus ? Les gens qui sont en études ne travaillent pas. Donc sur quoi vous asseyez ces revenus-là ? C'est une totale escroquerie intellectuelle. Deuxième élément, on ne peut pas dire en même temps à quelqu'un qui est à la retraite: vous allez avoir une retraite qui va être revalorisée, mais dans le même temps, excusez-moi, je vais faire en sorte que les gens partent plutôt à la retraite. Ce n'est pas possible. Pour augmenter les primes de retraite, il faut faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps. Donc troisième ce sont élément, les mêmes qui doivent faire les efforts. C'est ce que propose En Marche. Ces gens ont travaillé pour la plupart jusqu'à 65 ans. Je suis désolée. Troisième élément, dire aujourd'hui que les gens qui sont âgés de plus de 60 ans ne trouvent pas de travail est complètement faux. Et la réforme qui a été mise en place le démontre de façon extrêmement intéressante. On a glissé. Les taux de chômage, si vous voulez, je les vois extrêmement bien, parce que dans notre région, on voit très bien que on va aujourd'hui jusqu'à 61, 62 ans, sans aucune difficulté pour avoir des embauches. Donc, la vraie difficulté, c'est laquelle ? C'est effectivement la pénibilité. Là, je vous rejoins. C'est une réalité. Il ne faut pas, effectivement, que des gens... Tous les métiers sont pénibles pour Madame Billes. Donc il n'y a pas de critère de pénibilité. Nos métiers sont beaucoup moins pénibles que les métiers cadres. Il y a beaucoup de métiers qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas l'impression. Une coiffeuse, on dit c'est bien, elle est dans son salon, elle est bien habillée, mais c'est un métier qui est très fatigant. Vous avez les boulangers qui se lèvent très tôt, qui portent des charges. Il y a énormément de métiers et on n'arrivera pas à faire. Non, mais de toute façon, ce qui est faux là-dedans, c'est que la retraite, en fait, c'est l'Europe qui insiste pour qu'on change, qu'on fasse un nouveau plan de retraite. Tout ça, pourquoi ? Alors, naturellement, M. Macron, qui est pour cette Europe extraordinaire et tout, M. Macron, pour récupérer, parce qu'on est quand même un des premiers donateurs, le deuxième donateur, le plus gros donateur, donc pour récupérer l'argent qu'on donne,
on est obligé de rentrer dans tout ce que dit l'Europe. À cette heure-ci, je vous ai pas coupé. À cette heure-ci, on dit que ce sera cher, que ça coûtera de l'argent de faire les retraites à 60 ans. Par contre, le chômage va continuer à exploser parce que quoi qu'on en dise, on a du mal à trouver du travail à partir de 55 ans. On estime qu'on est obsolète. Allez, vous avez après les gendarmes, vous avez toutes des catégories comme ça. Restons sur le sujet. Est-ce que c'est une injonction européenne de passer... S'il vous plaît, on ne s'entend plus. Une journée, je vous invite. On ne s'entend plus. Est-ce que c'est une injonction européenne que de passer à la retraite à 65 ans? Sur la question européenne, évidemment, le Rassemblement national nous a habitués qu'à un moment donné, dans le débat, ils vont le placer. On a attendu. C'est le cas ou c'est pas le cas? C'est pas le cas. Et là, c'est en ça que Borrell a raison. C'est une décision politique du pays, du président de la République et du gouvernement. Moi, je ne peux pas laisser dire une chose de Borrell Elmaz et de vous, Madame Bild, que le chômage explose. Enfin, on a un taux de chômage, pardon, si je peux aller jusqu'au bout, on a un taux de chômage le plus bas comme on n'en a jamais vu. Si on arrivait à pourvoir tous les emplois que l'on a dans ce pays, on aurait le taux de chômage de 1982. Mais pardon, Madame, il faut aller quand même dans le fond du dossier. Parce que sur des plateaux télé, pendant les élections électorales, on peut absolument raconter tout et n'importe quoi. La question est le financement des retraites. Alors j'ai bien entendu, on va aller chercher, etc., etc. Le programme de la NUP, il va falloir le dire à un moment donné dans ce débat, c'est 332 milliards d'euros supplémentaires de dépenses. 250 ? Non, mais j'ai bien lu. L'Institut Montaigne l'a corrigé. Si vous voulez me laisser aller jusqu'au bout, vous avez remarqué... Concrètement, s'il vous plaît. Non, mais ça, là, on est dans le concret. 250 milliards d'euros, c'était le programme de M. Mélenchon. Là, je vous parle du programme de la NUP, votre petit fascicule que vous avez distribué. C'est 332 milliards d'euros. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1500 euros, l'impôt sur la fortune pour le climat. Sur vos recettes, parce qu'à un moment donné, il faut regarder les recettes. Sur les recettes, vous allez chercher au mieux un tiers des recettes, 100 milliards. On voit bien que déjà, je vais jusqu'au bout, puis après vous direz ce que vous voulez, monsieur Elmaz. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Non, mais c'est important que... Oui, mais que tout le monde ait la parole, c'est important également. C'est important qu'on comprenne que ce qu'on nous propose là, pendant cette campagne électorale, n'est pas finançable. Mais pire que ça... Des promesses, tout le monde en fait. Mais pire que ça, parce qu'on a parlé d'emploi, c'est pour ça que je vous en parle. On a parlé de l'emploi qui n'a jamais été aussi bon dans notre pays. Avec le programme mis en œuvre par la NUP ou par le Rassemblement national, c'est automatiquement la fin des allègements de charges sociales, etc. On était sur les retraites. Oui, mais c'est important, madame. C'est important. Ils vont diminuer le tissu productif de notre pays. Et donc, si moi je dis la NUP et pas la NUPES, c'est que votre programme n'est pas social. Elle va créer beaucoup de déficits. Elle va mettre à plat l'emploi. Très rapidement, s'il vous plaît. On a compris, Christophe Chosreau. Il faut laisser la parole à tout le monde. Non, mais sinon, ça va surtout l'émission a une durée limitée. Je réponds parce qu'on est besoin. Très rapidement, s'il vous plaît. J'ai connu Christophe Chosreau, qui était un élu de gauche à la région Lorraine, notamment. J'ai l'impression aujourd'hui d'entendre Madame Thatcher qui nous dit « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Le problème de cette réforme de la retraite à 65 ans, c'est qu'elle veut faire payer toujours les mêmes et qu'on refuse d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les exonérations de cotisations sociales qui se sont accumulées ces dernières décennies et qui ont créé des déséquilibres dans notre système de retraite. Par ailleurs, encore une fois, créer des emplois, créer des cercles vertueux d'irrigation du circuit économique pour générer de la cotisation supplémentaire. Vous baissez les bras face au problème. Non, c'est vous qui mettez à plat ce qui a été des promesses et des nécessités de trouver des fonds. Tout le monde en fait actuellement, s'il vous plaît. On l'a bien vu sur le thème qui suit. Sur la retraite, effectivement, nous ne vous mettrons pas d'accord idéologiquement. Mais après 2 années de pandémie, on a tous compris, s'il vous plaît, Christophe Chosreau, que notre système de santé allait mal également. Les services d'urgence qui doivent régulièrement fermer par manque d'effectifs, les personnels sont à bout. Et il faut recruter. Tout le monde le dit, donc des promesses, tout le monde en fait. Oui, mais comment? Eh bien, regardez, Linda est ambulancière, elle a 36 ans et elle a une question très simple pour vous. Aujourd'hui, la problématique dans le milieu de la santé, c'est qu'on est en manque d'effectifs. On attend énormément de personnes volontaires dans ce domaine. Quels sont les moyens que vous êtes prêts à mettre en place pour qu'on puisse pratiquer pleinement notre métier? Alors, bon nombre de partis aujourd'hui disent qu'il faut absolument recruter, les hôpitaux sont à bout, rendre la profession plus attractive. On fait comment, Valérie Debord? Vous savez, on est 3 conseillers régionaux autour de ce plateau. On a augmenté de 6 000 le nombre de places sur les aides-soignantes, sur les infirmières. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes. On n'arrive pas à les trouver. Pour une raison assez simple, on revient complètement au début de mon intervention, ils ne sont pas suffisamment payés.
Ils ne sont pas suffisamment payés. Et des métiers pénibles, parce que pour le coup, aide-soignante, c'est un métier extrêmement pénible. Infirmière en bloc opératoire et infirmière, quelle que soit sa qualification. Donc on augmente également foncièrement leurs revenus, leur très salaire. Clairement, nous, notre programme, c'est augmenter de 10% immédiatement. Donc, immédiatement, c'est en juillet, les salaires jusqu'à 2 500 € net par mois, mais pas pris sur les entreprises qui n'en ont pas les moyens et qui le répercuteront sur quoi? Sur leurs investissements. Vous voulez qu'ils investissent moins? On est à l'hôpital, là. Voilà. On les trouve où, ces 10%? C'est facile, on le décrète demain comme le quoi qu'il en coûte. Mais on décrète que c'est l'État sur la baisse des charges. Sur la baisse des charges, on l'a fait sur un certain nombre de baisses des charges. Moi, je considère que l'État peut faire cet investissement majeur. Si vous le faites sur l'hôpital, ça veut dire que l'hôpital investira moins. On a besoin d'un hôpital qui investit moins. Les baisses de charges n'ont pas stimulé l'investissement ces dernières années. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de corrélation mise en évidence. On augmente les salaires de ces professions médicales qui, pour l'instant, ne sont pas attractives. On augmente leurs salaires et on recrute. Parce que là, c'est une question de survie pour l'hôpital public. On essaye de recruter. Les services d'urgence, il y a des centaines de services d'urgence qui ont fermé ces dernières années, des petites maternités de proximité. Il faut mettre le paquet aujourd'hui sur la santé, très clairement. Là encore, c'est une question de partage des richesses. Dominique Bill, ça n'apparaissait pas dans votre programme. On augmente drastiquement les salaires des aides-soignantes, des infirmières. On augmente drastiquement, c'était dans notre programme, de 10% en plus du Ségur. On réintègre surtout toutes les infirmières qui ont été mises de côté parce qu'elles n'avaient pas fait le vaccin. On les réintègre et surtout, on leur paye tout ce qu'elles n'ont pas eu pendant ce temps-là parce que c'est quand même indécent de dire du jour au lendemain à une mère de famille, vous n'avez plus le droit de travailler parce que vous n'avez pas fait un vaccin et en plus, vous ne serez pas payé. Ça, c'est inadmissible. Et de l'argent, on peut en trouver. Il y a de la fraude sociale qui traîne partout. Ça va, on n'arrive pas à savoir les chiffres. Parce que précisément, c'est-à-dire parce que et social. C'est rien du tout, la fraude sociale. La faute sociale, on n'arrive pas à savoir si c'est entre 15 milliards ou 50 milliards, voire plus, parce que même le gouvernement n'est pas capable. Ça veut dire quoi, la fraude sociale? La fraude sociale, c'est-à-dire tous les gens qui s'inscrivent, par exemple, qui s'inscrivent à la NPE et qui ne touchent pas d'argent. Tous les gens qui ont des fausses cartes pour se faire soigner, alors que ça devrait normalement, c'était infalsifiable. Il y a plein de gens qui ont des fausses cartes, qui ont tous le même nom de famille, le même prénom et qui se font soigner. Les gens qui arrivent de l'extérieur et qu'on fait soigner chez nous, il y a une fraude fiscale. Je vous dis, on n'arrive pas à savoir que c'est l'immigration le sujet de la fraude sociale, en l'occurrence. En l'occurrence, oui. Entre 15 milliards et 50 milliards, voire plus, de fraude sociale. Et avec ça, on peut déjà faire des choses pour l'hôpital tout de suite, maintenant. Mais déjà, réintégrons les infirmières qu'on a empêchées de travailler et donnons-leur le salaire. Ça, c'est la première chose à faire. Vous entendez dire pas question? Non, pas question, pour une raison assez simple, c'est une question de responsabilité. Il y a plein de métiers où il y a des conditions pour exercer ces métiers. Les métiers de la santé en font partie. Vous devez avoir un certain nombre de vaccins. Et à partir du moment où vous avez fait un autre choix, eh bien ce choix, vous devez en responsabilité le prendre sur vous. Et moi, je crois très sincèrement que les réintégrer, ça serait vis-à-vis des gens qui ont fait le choix de la responsabilité, parfaitement inadmissible. Mais vis-à-vis des gens qui ont fait le choix de la responsabilité, c'est pas un choix qu'ils ont fait, c'est que c'était tu fais ça ou tu ne travailles pas. Moi, j'ai été obligée de me faire vacciner pour rentrer au Parlement européen. Autrement, je pouvais pas. Et moi, je suis contre ce vaccin que j'estime qu'il n'est pas un vrai vaccin. Donc, c'est une obligation. Mais qui a décidé ça? Alors, on va peut-être pas refaire toute l'histoire de la vaccination, d'autant qu'on était sur un problème criant. Voilà, sur les questions d'effectifs. Les questions d'effectifs. Et attendez, je me permets de lancer justement Daniel, parce que le problème des urgences qu'on évoque depuis tout à l'heure, il se rappelle à nous chaque matin ou presque avec l'annonce d'un service qui va fermer quelques heures, quelques jours dans notre région par manque d'effectifs. Alors le président Macron a effectivement chargé l'urgentiste de Metz, François Braun, d'une mission flash pour trouver des solutions rapides. Mais je vous propose d'écouter Daniel. Donc Daniel, elle a 75 ans et elle a son diagnostic sur le sujet. Les urgences sont sûrement, je les ai utilisées un vendredi soir. Ça a été une catastrophe. Il y avait des jeunes qui étaient alcoolisés, et moi j'étais en manque d'oxygène parce qu'avec la grosse chaleur on a des soucis. Et là le personnel fait ce qu'il pouvait, mais alors il fallait défibriliser quelqu'un, il fallait s'occuper aussi des malades qui arrivaient. Les urgences sont trop encombrées par de la bobologie. Christophe Chauzereau, il faut trier les patients à l'entrée des urgences? Sur la question des urgences et sur la question de la santé, c'est un bien qui est commun.
Et faut-il trier les patients à l'entrée des urgences? Il faut mieux les orienter par rapport à la pathologie. Et donc ça, c'est les services d'urgence téléphonique qui doivent mieux orienter. Certains vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas de médecin généraliste, pas de médecin traitant. Non, mais alors on en arrive sur le personnel. Oui. Moi, je suis en accord avec ce que vient de dire Valérie Debord sur le nombre de personnels soignants qui sont en recrutement, infirmières, aides-soignantes, etc. Donc il faut augmenter le nombre d'infirmières et des soignants. Nous, on a un autre problème dans notre région, c'est qu'on a quand même une partie qui parte vers le Luxembourg. Donc quand on veut... La Suisse et le Luxembourg, vous avez raison. Quand on veut un quota de formation, on en a 50% qui est par l'autre côté. Donc il faut qu'on surforme pour pouvoir avoir le nombre que l'on a besoin. Ça, c'est un premier point. Il faut mieux les payer. Et ça fait le lien avec le sujet sur les retraites. Parce que ce que je disais tout à l'heure... Mieux les payer à quelle hauteur? Parce que pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, le Ségur n'a pas porté ses fruits, le Ségur, c'est 20 milliards d'euros. Mais là, on était en urgence. C'est-à-dire que par personne, évidemment, que la somme à l'arrivée est bien mineure. Dans l'urgence, pour avoir une augmentation de salaire immédiatement. Et là, maintenant, on doit travailler sur du plus long terme. Comment augmenter les salaires des personnels hospitaliers? Eh bien, c'est justement en travaillant un petit peu plus, on va pouvoir dégager des marges de manœuvre pour pouvoir faire de la santé et de l'autonomie. Pardon. Travailler plus, c'est donc la fameuse réforme des retraites. Un mot aussi sur les médecins. Former un médecin, c'est plus de 10 ans. Nous avons supprimé le numerus clausus. Le numerus clausus va permettre, il était temps, certainement, mais il était supprimé pour pouvoir former plus de médecins. Sauf qu'il faut 10 ans, 15 ans pour un spécialiste, donc ça va mettre du temps, mais il faut former plus de médecins, il faut former plus de personnels soignants et mieux les payer. Là, vous avez raison, parce que là, on a aussi la concurrence des pays Vous aviez une belle occasion lors du Ségur de les augmenter plus. Pourquoi ne pas l'avoir fait? On l'a fait. Pas à la hauteur, finalement, de ce qui était demandé ou de ce qui est la pénibilité de ce travail. Quand même, une infirmière, c'est plus de 250 € par mois de salaire qui était posé. Certaines, c'est plus de 300 par mois. Trouvez-moi un métier dans la fonction publique et une augmentation de plus de 300 € par mois. Peut-être partait-elle de bas. Pardon, mais vous avez noté que le système de santé s'est pas détraqué le jour de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. C'est un mal profond qui a été cassé d'année en année. Donc aujourd'hui, et c'est vrai, la crise sanitaire nous a montré qu'on avait un besoin impératif d'un système de santé. Et deux, il va falloir aussi investir. On est ici sur une émission locale. Je prends la question du CHRU de Nancy. Le CHRU de Nancy, c'est un serpent de mer qui navigue depuis des années. Là, c'est du concret. C'est 420 millions d'euros d'investissement, 70% d'investissement qu'ils mettent en œuvre pour rassembler les services hospitaliers sur un même site. Quelle aberration d'avoir des sites qui soient dispatchés sur toute la métropole. On rassemble tout et surtout, on efface la dette. On forme mieux, on forme plus. Je vais jusqu'au bout, bon, après tu pourras dire ce que tu veux. Vraiment on forme plus, on forme mieux et on paye mieux les personnels de santé. L'un des problèmes des urgences, l'un des problèmes des urgences, c'est qu'effectivement, arrivent beaucoup de personnes qui ne devraient pas s'y retrouver. Est-ce qu'on contraint les médecins à s'installer en zone rurale ou bien dans des endroits où il n'y a pas assez de médecins pour justement faire ce tri? Le terme est extrêmement indélicat, mais... Moi, j'étais aux urgences la semaine dernière pour un gros bobo. Madame parlait de bobologie, une chute à vélo. Ça faisait 10 ans que j'y avais pas mis les pieds pour moi et j'ai été effaré des conditions dans lesquelles les personnels soignants travaillaient, la dégradation des équipements. Donc il y a effectivement une urgence à investir, mais aussi à trouver du personnel pour mieux orienter des patients qui effectivement pourraient être pris en charge. On contraint ou pas les médecins à s'installer en zone rurale? Oui, on a des outils aujourd'hui. L'Occitanie, par exemple, aujourd'hui, crée des centres de santé et elle recrute, elle salarie. La région salarie des médecins. Les centres de santé ici qui sont créés, les maisons de santé en zone rurale n'attirent pas. Non, il ne faut pas confondre les centres de santé et les maisons de santé. Les maisons de santé sont libérales, les centres de santé sont organisés et gérés par la puissance publique. Et la région Occitanie, aujourd'hui, salarie des médecins. Elle arrive à trouver des médecins parce que ça correspond aussi à une autre façon de travailler pour les médecins. Et ils y trouvent, notamment dans les jeunes générations, leur compte. Il faut mettre les moyens pour mener ces politiques-là. Il y a un outil qui marche bien là-dessus. Il y a un outil qui marche plutôt pas trop mal. S'il vous plaît, Valérie Debord cherchait à avoir la parole. On contraint ou on contraint pas les jeunes médecins à y aller? J'entends contraindre, blocage, interdiction. En fait, le discours que portent aujourd'hui les extrêmes, c'est l'interdiction à tous les étages. Dans le programme DLR, on affecte 4000 jeunes médecins dans les communes. Mais affectés sur leur choix. Ce n'est pas les contraindre, c'est leur proposer en fonction d'un investissement. La proposition existe déjà aujourd'hui. Non, c'est leur proposer en fonction d'un investissement sur des maisons de santé. Le problème d'un jeune médecin aujourd'hui, c'est quoi? Il veut une pluralité médicale. Il ne veut pas se retrouver tout seul, parce que se retrouver tout seul, c'est le risque de faire une erreur. Certaines maisons de santé de notre région ne trouvent pas, alors qu'elles ont des facilités, elles offrent des facilités. C'est parce que la plupart du temps, elles n'ont pas été montées avec l'ensemble des professionnels de santé. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé doit arrêter de donner des autorisations sur des maisons de santé qui n'ont pas été faites à partir de la base des professionnels de santé.
santé. On ne décrète pas une association. On ne dit pas à des gens, vous allez vous mettre ensemble. C'est des gens qui décident parce qu'ils sont sur un territoire et qu'ils ont l'envie de faire progresser leur profession et ce territoire de se mettre ensemble. Deuxième élément. De l'incitation, donc. C'est de l'incitation. Et deuxième élément, aujourd'hui, moi je suis désolée, les médecins, si vous les obligez, eh bien ils partiront. Ils partiront, c'est très bien, vous aurez le résultat que vous voulez, ils iront former ailleurs. Bon, vous leur interdirez de partir, vous les mettrez en prison peut-être, mais ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est de faire en sorte que les gens se sentent dans un environnement qui leur permet d'être accompagnés. Un médecin seul est un médecin qui se sent en danger. De l'incitation, donc. Vous les contraignez, vous les médecins, à s'installer. Borelma, s'il vous plaît, je voudrais entendre Dominique Bilde sur le sujet. Que non, on ne va pas les contraindre à aller s'installer à un endroit, mais il faut leur donner l'envie. Il faut leur donner l'envie d'aller s'installer à certains endroits. Donc vous êtes dans l'incitation également. Il faut qu'ils puissent gagner plus, c'est-à-dire qu'ils aient le droit de facturer plus cher, je suis désolée, le tarif des médecins, quand ils sont obligés d'être loin, où il faut une voiture, où il n'y a pas de train, où il n'y a rien du tout, où vous avez des... Moi j'ai un médecin, il a 74 ans, il ne peut pas arrêter parce qu'il n'y a personne pour reprendre. Il faut inciter les jeunes à y aller, et ce n'est pas les maisons de santé, parce que les maisons de santé, comme vous le disiez quand même à juste titre, on ne se retrouve pas forcément avec l'endroit qu'on voudrait, avec les personnes qu'on voudrait, mais il faut que les médecins puissent s'installer à certains endroits, et pour s'installer à certains endroits, il faut qu'ils puissent gagner plus quand ils sont défavorisés par rapport aux grandes villes, par rapport à tout ça. Et quand on arrive aux urgences et qu'il n'y a pas assez de personnel, on peut prendre du personnel administratif, puisque dans les hôpitaux, il y a énormément de personnel administratif dont on n'a pas forcément besoin. On peut prendre du personnel administratif qui décharge les médecins qui peut venir aider. Le parcours de santé commence par l'administration. C'est par là que commence le parcours de santé. Oui, mais il y en a beaucoup. Et le bon aiguillage du patient dans un service de santé commence par l'administration. Pourquoi que l'aiguillage n'est pas justement quand il y a des personnes qui arrivent pour se faire soigner? Il faut diminuer les personnes administratives, donc vous allez aggraver la difficulté. Pour les mettre ailleurs, pour les mettre par exemple aux urgences, pour recevoir les gens aux urgences. Il n'y en a pas. De l'incitation et une meilleure rémunération sur le thème de la santé pour tous. Si je vous résume très rapidement, bien sûr. On va poursuivre avec notre dernier sujet parce que le temps file. Le dernier sujet qui fait transpirer tout le monde aujourd'hui, au sens propre comme au sens figuré, le changement climatique. Nous sommes le 15 juin et partout, en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, des records de température sont battus. Alors c'est inquiétant, évidemment, particulièrement angoissant pour les jeunes, pour lesquels c'est souvent le premier sujet de préoccupation. Je vous propose de commencer par écouter Ilem et Luna. Avec le réchauffement climatique et les maladies qui se propagent en ce moment, par exemple avec le Covid, des choses comme ça, je pense qu'on devrait plus se pencher sur l'environnement, car c'est l'avenir de demain et notre planète va mal en ce moment. Du coup, on se demande dans quelques années comment ça sera, est-ce qu'il fera chaud tous les jours, dans les pays africains, etc. Est-ce qu'ils auront de plus en plus de sécheresse? Est-ce que, oui, ce sera du coup ceux qui sont de plus en plus en précarité qui auront plus de problèmes, etc. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, quoi. Dominique Bilde, le Rassemblement national n'a pas de mesures précises dans son programme pour lutter contre le réchauffement climatique. Rien sur la biodiversité. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas vraiment un sujet ? Si, à cette heure-ci, c'est un énorme sujet. Bon, nous sur le réchauffement climatique, nous avons déjà tablé beaucoup sur, moi je le fais depuis des années, sur la déforestation, puisque là, on a laissé venir un changement climatique épouvantable. À l'heure actuelle, on a tous les arbres qui sont abîmés. Un programme global, une pensée un peu globale sur le sujet. Sur l'environnement en règle générale ou sur Oui, sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, sur la manière de rassurer ces jeunes. Sur l'environnement, déjà, il faut reboiser d'urgence parce que le bois a une énorme importance, la forêt a une énorme importance. Là, on a continué, notamment au conseil régional, à replanter. On a planté des arbres pour lesquels, à l'époque où j'étais encore conseiller régional, on nous proposait de planter des hêtres, alors que le hêtre a besoin de beaucoup d'eau. Il faut absolument contraindre les gens à voir ce qui se passe et que chacun puisse, de son propre chef, aider. C'est-à-dire, concrètement, quand vous avez, au lieu
lieu d'aller laver des voitures en permanence, garder l'eau parce qu'on aura de plus en plus Mais besoin est-ce que ça, d'eau. c'est un plan global, une vision globale? Mais la vision globale, elle commence depuis tout en bas et elle finit après sur les éoliennes, elle finit sur tous des projets Les éoliennes comme auxquelles ça. vous êtes opposés? On est complètement opposés, puisque là aussi, ça ne sert déjà pas à grand-chose à part défigurer le paysage. Ça n'apporte pas ce qu'il y a de concret. En plus, c'est un vrai problème. Et en ce moment, à Blamont, près de chez moi, il y a un vrai Ça n'est pas problème. une réponse au réchauffement climatique de Non, mais- ne pas aimer les éoliennes. Mais oui, mais c'est tout un ensemble. C'est tout Justement. un ensemble concret de l'environnement qui n'a pas été fait à temps et il faut reprendre depuis le début. Donc la première chose à faire, il faut reboiser. Il faut donner la bonne formule à tout le monde. Il ne faut pas partir dans n'importe quoi en disant vous avez plus le droit de faire ci, le lendemain vous avez le droit de faire ça. Non, il faut refaire depuis le début ce qui a besoin d'être. Et pour moi, ça commence par la vie de tous les jours et ça commence par le reboisement près de chez soi, par le respect de la nature, par faire attention à l'eau et tous ces premiers projets. Donc reboiser et faire attention à l'eau. Le nucléaire, tous autour de la table, j'ai l'impression que c'est une question qui pourrait vous mettre d'accord en tant que communiste, Christophe Chauzreau, pardon. Non. Le nucléaire, La NUP est contre Je le ne vous nucléaire. demande pas de commenter pour l'instant le programme. Je vous demande si vous êtes pour ou contre le Moi, nucléaire. je suis pour le nucléaire. Valérie Debord également. Très préoccupé par la NUP et on le comprend. Je suis pour et je déplore vraiment que ce gouvernement soit pour vraiment en extrême fin de mandat. Bora Yilmaz, pardon, également, en tant que communiste, c'était... non, mais il ne représente pas les communistes, monsieur Yilmaz, ici. Nous assumons très tranquillement, au sein de la nouvelle Union populaire, écologique et citoyenne, une nuance sur la question du nucléaire que nous proposons Plus qu'une nuance. de trancher par un débat parlementaire et un débat de société. C'est là encore une véritable question de société, mais nous sommes d'accord sur un objectif, il faut réduire quasiment à zéro à court ou moyen terme l'utilisation d'énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre. Le Rassemblement national également. Le nucléaire énergie décarboné n'a pas que des défenseurs. Moi, je vous propose d'écouter Luc. Luc, nous l'avons rencontré sur la foire de Nancy. Il est sonneur de cornemuse de profession. C'est original, mais vous allez le voir, il a une idée très, très arrêtée sur le sujet du nucléaire. J'ai une question pour les politiques. On n'a toujours pas d'uranium sur notre territoire. Quand est-ce qu'on sort de notre dépendance au Niger et au Kazakhstan? Quand est-ce qu'on sort du nucléaire? Alors pourquoi je vous pose la question? Parce qu'effectivement, on présente souvent le nucléaire comme une forme de souveraineté nationale en termes énergétiques. Et finalement, l'uranium, on n'en a pas sur le territoire. Pas de lithium non plus. Alors on fait comment? En fait, si vous voulez, ce qui est on en sort ou pas? Non, vous non. Non, on n'en sort pas, au contraire. Et pour le coup, je pense qu'on n'a que trop tardé à reconnaître que cette filière, en plus, était une filière d'avenir. En démantelant Fessenheim, on a fait perdre un certain nombre de filières métiers et c'est dramatique. On va remettre des années et des dizaines d'années à reconstruire cette filière. Bon. Voilà, on s'est complètement défaussé sur nos amis allemands qui ont réouvert des centrales à charbon. C'est une totale catastrophe. Les énergies fossiles, il faut en sortir. Il faut en sortir dans une première étape par un mix énergétique qui comprend du nucléaire, des énergies renouvelables. Mais la dépendance énergétique qu'on a aussi sur l'uranium, on oublie quand même souvent de le dire sur ce sujet. Elle est très faible si on la compare à la dépendance au gaz russe, par exemple. Oui. C'est Et au pétrole. Et au pétrole, évidemment. Et puis le lithium qu'on n'a pas pour les énergies renouvelables. Enfin, D'un mot, je pense que le débat ne doit pas se résumer pour ou contre le nucléaire. Je pense que le débat doit être posé de la manière suivante. Christophe Chauzreau, d'ailleurs, le président Macron se fait réélire aussi sur la promesse d'une planification écologique, effectivement avec des nominations de ministres. Depuis que le gouvernement est entré en fonction, pas eu une proposition sur le côté écologique des choses. Pourquoi? Attendez que la séquence électorale soit terminée et que l'on puisse commencer à travailler. Et les élections avaient lieu en avril, nous sommes en juin. Sur la réduction du gaz à effet de serre, nous avons réduit 2 fois plus vite qu'auparavant les émissions de gaz à effet de serre. On parle d'un changement de logiciel, d'une révolution nécessaire rapidement et concrètement. On fait quoi? Si je peux juste aller d'un mot, vraiment dire pour ou contre le nucléaire ne suffit pas. Je pense que les stratégies doivent être plurielles. 1, l'énergie qui coûte la moins chère, c'est l'énergie que l'on ne consomme pas. Donc un grand plan d'isolation des bâtiments publics, privés. 2, un plan nucléaire, parce que les émissions de gaz à effet de serre nucléaires, ils sont nuls. Et puis 3, du renouvelable, parce que le renouvelable permettra, avec le nucléaire et la stratégie de consommation, à pouvoir remplacer... Merci. Je vous voyais souffler, Dominique Bill. Pourquoi vous soufflez quand vous entendez ça? Je soufflais un peu pour l'isolation des bâtiments. Pourquoi? Parce que là, on est parti dans un système où il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à ce qu'on appelle l'isolation des bâtiments. Donc vous avez des bâtiments
bâtiments qui sont déjà bien isolés. On est en train d'en faire des aquariums, c'est-à-dire qu'on isole tellement qu'il y a à l'intérieur une quantité d'humidité complètement incroyable. Et donc, c'est comme l'isolation à 1 €, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi parce que c'est pas cher. On fait venir des entreprises qui font n'importe quoi et on se retrouve avec des bâtiments après qui sont dans un bâtiments bien état isolés ont lamentable normalement et qui vous en avez regardé plus... l'émission à M6. Non, j'ai pas non, parce que je suis un peu le sujet. D'ailleurs, vous remarquerez que pendant qu'il y avait la pandémie, on disait aux gens il faut ouvrir vos fenêtres 20 minutes toutes les 4 heures et tout. Mais parce qu'à l'intérieur des bâtiments, on isole tellement, on a même fait les fenêtres à triple vitrage qui sont sans arrêt pleines d'humidité. Les VMC sont censés non, mais ça suffit plus. changer Chaque cas, c'est trop isolé. Bora Yilmaz, Un mot rapidement sur le sujet, car rapidement effectivement le sur temps ce file très vite. Sujet, je constate qu'après un quinquennat d'inaction, Emmanuel Macron propose aujourd'hui une planification écologique sans trop qu'on sache bien ce que cela veut dire. En proposant 10 milliards d'euros annuels, c'est une ambition qui n'est véritablement pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui du réchauffement climatique. Nous proposons une bifurcation écologique financée à hauteur de 50 milliards d'euros par an. Et comme je sais tout de suite ce que Christophe Chauzereau va me dire, parce qu'il n'est obsédé que par les dépenses, 50 milliards d'euros dans la planification écologique, ce sont des emplois, c'est de l'investissement, ce sont donc des revenus et de la demande supplémentaire pour dégager les moyens de financer cette transition écologique qui doit être radicale, parce qu'il y a urgence. Et vous ne savez pas où vous allez, par contre. Un quoi qu'il en coûte écologique, Valérie Debord, vous signez demain ? Objectivement, oui, parce que je pense que c'est notre survie. Tout simplement, et que si vous en avez parlé tout à l'heure... Les Républicains ont mis du temps un petit peu à se mettre sur le sujet. Les Républicains, globalement, aujourd'hui, sont assez cohérents, je trouve, sur la nécessité de faire en sorte que on ne se retrouve pas face à des grandes transhumances démographiques aussi venues des pays du Sud, qui vont avoir des problématiques majeures, bien plus importantes que les nôtres. Et même si ça vient heurter le système libéral, on dit parfois qu'être écologique et de droite, c'est incompatible. Non, alors moi, je pense au contraire que c'est demain une filière nouvelle. Les transitions, de façon globale, qu'elles soient numériques, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient industrielles, on n'en a pas parlé, mais nous sommes un grand pays, une grande région industrielle et on entend le rester. Eh bien, ces transitions, c'est aussi de l'emploi pour demain, pour peu qu'on puisse investir dessus de façon intelligente. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir en partage. Bora Yilmaz, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, en grande partie. Je pense qu'il faut fixer le niveau d'ambition pour répondre aux enjeux à un niveau bien plus haut que celui que fixe aujourd'hui Emmanuel Macron, de façon très évasive au passage. Vous êtes tous après prêts un quinquennat d'inaction, à porter des décisions importantes. On parle de transformation, de bifurcation, parfois de révolution. On ne peut pas dire en un mot. Un quinquennat d'inaction. Si je prends le plan de relance, c'est 30 milliards d'euros. En un mot, est-ce que vous êtes prêts à signer des choses citoyenne pour le climat révolutionnaires au sens où ça pourrait tout Aujourd'hui, changer? nous sommes sur des courbes absolument folles. Il faut inverser la courbe des gaz d'émissions à effet de serre et aller vers ce qui a été négocié au Parlement européen, Madame Bild, c'est le Green Deal, avoir 0 émission de gaz à effet de serre en 2050. C'est ça l'objectif. Et la France est l'un des premiers pays à être sur cette ligne et sur cette courbe-là. Il nous reste moins d'une minute. Alors, on fait le Green Deal, mais à côté de ça, on vote des traités de libre-échange, où là, où on fait venir par des containers, par tout ce qu'on veut, à des milliers de kilomètres, on fait venir des produits de partout. Et après ça, on va nous dire qu'il faut le Green Deal. Alors commençons par arrêter tous les traités de libre-échange au niveau européen. Et après, on pourra peut-être parler du Green Deal. Merci à tous d'avoir joué le jeu, de vous être confrontés à ces citoyens qui vous ont parfois interpellé de façon vive. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci aux équipes de France 3 Lorraine qui sont allées à votre rencontre pour recueillir votre parole toujours précieuse. À suivre votre rendez-vous de proximité. Très belle soirée sur France 3.